des gens comme les Britanniques, artistes, qui connaissent la finance internationale, disent nous n'avons pu respecter nos engagements vis-à-vis de l'État du Cameroun, évitez d'entrer dans une affaire comme ça. Évitez d'entrer dans une affaire comme ça. Je parle et je reparle 2 fois. Évitez d'entrer dans une affaire. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est marcher sur un champ de mines. Vous savez ce que c'est qu'un champ de mines? Quand on pose les mines partout, sur une très longue distance, si vous marchez là, vous vous faites exploser après le premier mètre que vous avez fait. C'est-à-dire que dès que vous avez fait un pas, vous allez vous faire exploser. Si vous avez trop de chance, c'est au deuxième pas que vous faites exploser. C'est important. C'est important parce qu'ils savent très bien que le Cameroun, ils connaissent très bien la situation de la trésorerie du Cameroun. Au compte d'opération en France, dans les grandes banques internationales, etc., le Cameroun n'a plus de réserve. On n'a plus de réserve d'argent dans les banques internationales comme on avait au temps d'Aïdjo. On n'a plus de réserve dans les grandes banques internationales. On n'a plus rien au compte d'opération en France. On est vraiment, la balance commerciale du Cameroun est à 0. Donc, le Cameroun n'a pas d'argent pour payer les traders pour importer le pétrole. Donc, quand on dit maintenant on va libéraliser, d'abord posez-vous la question pourquoi il n'avait pas libéralisé avant. Première question, pourquoi il n'avait pas libéralisé avant? Deuxième question, pourquoi c'est seulement maintenant qu'il libéralise? Certainement, il libéralise parce que l'État du Cameroun sait que les entrepreneurs camerounais disposent des réserves en devises à l'étranger et ils pensent que ces réserves en devises doivent être achetées pour pouvoir être utilisées, hein, n'est-ce pas, que ces réserves en devises devraient, disons que l'acquisition de ces réserves en devises, les gens vont utiliser ces réserves en devises pour pouvoir importer. Les privés peuvent utiliser ces réserves en devises pour pouvoir importer. Mais moi, je pose la question aux privés là. Si quand vous importez, vous donnez votre carburant à la SCDP, la SCDP vend chez les marketeurs et ne vous reverse pas l'argent, vous allez faire quoi? Parce que voilà Total, voilà Olam, qui ne sont pas payés par l'État du Cameroun et qui l'État du Cameroun dit qu'il n'a pas les moyens de payer. Et vous allez entrer là-dedans pour aller importer et donner à la SCDP aussi qui ne pourra pas vous payer. Ou bien qui peut-être qu'il va vendre pour vous et pour payer les totales afin de débloquer la situation. Qu'allez-vous devenir? Réfléchissez bien avant d'agir. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que parfois, il n'y a pas plus bête que l'homme d'affaires Bamileke. Il va courir là-bas, donner 1 milliard pour avoir la licence et après venir importer, prendre l'argent de tous ses frères dans les tontiers, aller importer pour 50 milliards, venir donner à la SCDP. On ne les paye pas jusqu'à ce qu'ils meurent, la créance n'est pas réglée. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Donc, pour pouvoir finir sur la question de carburant, je dirais que il y a des solutions. Hein, il y a des solutions. Ce n'est pas une situation insolvable. Il y a des solutions. D'abord, les solutions, c'est que dans notre pays, il y a des réformes structurelles. Ça commence, excusez-moi, par la mise en place d'une transition politique comme au Gabon. Et moi, j'ai ma préférence, une transition conduite par les militaires camerounais, par l'armée. Parce qu'au moins, elle a une neutralité politique. Le marigot politique qui est là au Cameroun, c'est des gens qui se mélangent de ci-dessous et qui ont des intérêts tellement croisés qu'on ne voit personne, que ce soit du pouvoir à l'opposition, faire différemment de l'un de l'autre. Donc, ça, c'est la première chose. Je suis pour une transition politique conduite par les militaires au Cameroun. Comme au Gabon. Il ne faut pas qu'on effraie les gens. Vous avez vu au Burkina Faso, l'Amérique a repris sa coopération, l'Union européenne a repris sa coopération, la Chine, tout le monde a repris sa coopération, tout le monde a repris sa coopération. Ibrahim Traoré a lancé un forum des affaires, il y avait 5000 personnes dans la salle. Il y avait tellement d'hommes d'affaires étrangers qu'on a envoyé les hommes d'affaires burkinabés chez eux suivre ça via Zoom et on a sélectionné que 500 pour mettre dans la salle. Le reste, c'était les hommes d'affaires étrangers. Pourquoi? Alors que c'est un militaire. Doumbouya est arrivé en Guinée. Il a lancé la transformation de l'aluminium en Guinée. Toutes les entreprises internationales, là, les Russes, les Chinois, les Américains, sont en train de construire les usines pour transformer l'aluminium 100% en Guinée. Doumbouya était un militaire. Pourquoi ils n'ont pas pris d'objection? Oligui Nguema est arrivé au Gabon. Le Gabon a déjà recouvré toute
le truc avec la coopération. Même la Banque mondiale a déjà relancé, alors qu'elle avait dit, oh, nous allons relancer la coopération seulement à la fin de... La Banque mondiale avait dit, à la fin de la transition, si les civils reviennent, c'est là que nous allons relancer la coopération. Or, les gars ont commencé à travailler rigoureusement au Gabon. La Banque mondiale a vu comment ils ont relancé les chantiers qui étaient à l'arrêt parce que le supplément de recettes, les arriérés de recettes que les gens devaient éternellement au trésor et qui ne payaient pas, les gens ont commencé à payer la moitié. On a utilisé pour relancer les chantiers. Et les chantiers, on a ramassé les Gabonais dans les quartiers pour aller les mettre au travail. Il y a eu 10 000 postes qui ont été créés, des gens qui étaient des contractuels. On les a mis maintenant sur des postes budgétaires. On a créé de nouveaux postes. On a d'abord créé 2 000, 3 000. On est déjà presque à 6 000. Voilà, 16 000 pour un petit pays de 2 millions d'habitants comme le Gabon. Déjà d'emploi. Et on a, etc. La Banque mondiale est déjà de retour. La Banque africaine de développement est déjà de retour. Les gens se précipitent alors que c'est un militaire qui est au pouvoir et qui a simplement donné le chronogramme de la transition. Dans l'avion, on copie le bon exemple. Si la transition conduite par les militaires au Mali marche bien, au Burkina marche bien, au Gabon marche bien, au Niger est sur des bonnes voies, il n'y a pas de raison que nous n'expérimentons pas ça au Cameroun. Voilà. Donc, première chose, il faut des réformes structurelles parce que on ne peut pas faire confiance aux hommes qui nous ont foiré le pays en 45 ans de pouvoir reconstruire du neuf. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas reconstruire du neuf. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre pays, nous devons avoir une politique énergétique. La politique énergétique, je m'entends, c'est l'eau, l'électricité, le gaz domestique, les produits pétroliers raffinés, dont le pétrole, le super, le gazole, etc., etc., etc. Nous devons avoir une politique. La politique en question, dont je parlerai du côté hydrocarbures, c'est que nous devons, maintenant, l'argument de refinancer, utiliser la sécurisation de la dette de la société de la Sonara pour bâtir un nouvel ensemble, ça c'est passé. Hein. Ça, ce n'est plus possible. Ça, il faut mettre ça de côté. Ce n'est pas possible. La deuxième chose que je peux dire maintenant, c'est que nous devons mettre en place, d'abord, quand il nous faut mettre en place une transition, la question de la transition va devoir renégocier l'endettement du Cameroun parce qu'avec un PIB de 25 000 milliards, avoir un service de la dette extérieure qui est de 1 600 milliards et intérieur qui est de 400 milliards, donc près de 2 000 milliards, pratiquement 25% du produit du truc, pratiquement 25% du produit intérieur brut, c'est beaucoup. Pratiquement 10% du produit intérieur brut, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est en train de tuer un pays. Et c'est Paul Biya qui nous a mis là. Voilà. C'est Paul Biya qui nous a mis là. Donc, ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est de renégocier le service de la dette pour réduire le montant de cash outflow qui sort de notre balance de paiement. Ça, c'est important. La deuxième chose qu'il faut faire dans notre pays, c'est après avoir renégocié la dette, il y a des manières de faire ça. Je vais parler dans les détails, sinon ça va me prendre énormément de temps. Une fois qu'on a fait ça, il faut, dans notre pays, remettre sur pied les exportations. Ça veut dire que créer les conditions pour que la diaspora revienne massivement. Nous devons créer les conditions pour que dans notre pays, on voit venir 500, je sais pas moi, 5 millions de diasporiens par an, par exemple. 5 millions, ça veut dire que les gens ont la possibilité de venir en vacances 2 fois même par an. Renégocier avec les compagnies aériennes, recréer une compagnie aérienne, ouvrir les aéroports de Garoua, ouvrir les aéroports de Bafoussam, ouvrir les aéroports de Bamenda, faire que les avions atterrissent et que les gens commencent à venir travailler. Si les diasporiens reviennent, ça veut dire que forcément les devises vont revenir et s'investir dans notre pays. Mais également réduire les importations. Par exemple, on a vu la formule que le Burkina Faso a utilisée. Vous êtes un importateur de riz, il y a un compteur au port. Vous importez pour 10 milliards de riz. L'État vous demande d'ouvrir un dossier pour pouvoir subséquemment
commencer à travailler à la création dans un projet d'investissement de 2 milliards dans le riz, dans la production, les bas-fonds. Donc, l'État vous accompagne dans l'aménagement des bas-fonds et la production du riz immédiatement. Donc, ça permet de substituer progressivement l'importation ou bien de produire également de manière à être en mesure d'exporter vers les autres pays, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Sierra Leone, etc. Et cette exportation vers ces pays-là va permettre, l'exportation de ces pays-là va permettre d'engranger des devises. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, il faut en gros un plan qui permette de rééquilibrer la balance des paiements. Une fois qu'on a rééquilibré la balance des paiements, et ça, c'est, je dis encore que ça ne peut être que fait ou démarrer dans le cadre d'une transition conduite par les militaires et non pas par les Tintins ou du pouvoir de l'opposition qui chacun rêve d'augmenter son estomac en volant le plus possible. Donc, une fois qu'on a fait ça, on rééquilibre la balance des paiements, on peut être en position de financer les importations. Mais ce financement d'importation-là, il faut qu'on limite ça dans le temps. Ça ne doit pas aller plus loin. Dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire que nous devons commencer à travailler pour nous doter des outils de la souveraineté énergétique. L'un des premiers outils, c'est la construction d'une raffinerie. Nous devons construire notre raffinerie. Nous devons construire notre raffinerie. L'État du Cameroun doit construire la raffinerie et mettre fin au business qu'il y a entre les hauts fonctionnaires et les traders internationaux de produits pétroliers. J'étais chez Equinox, j'ai donné la liste des pays où le Cameroun importe le pétrole. Quand vous voyez que nous importons le pétrole, la Hollande n'est pas un producteur de pétrole. La Hollande a ce qu'on appelle une place de marché où les gens peuvent venir acheter Ouais, Gary, si tu ne reçois pas sur Facebook, je pense que c'est bien, il faut aller sur YouTube. Moi, la place préférée que je préfère, je recommande aux gens pour suivre mes directs, c'est YouTube. Donc, il faut être nous devons avoir une place de marché. La Hollande, en l'occurrence, est une place de marché. La Hollande est une place de marché. Ça veut dire que sur la place d'Amsterdam, je crois que ça doit être Amsterdam ou quoi, c'est du pétrole négocié qui vient un peu d'ailleurs, c'est les traders qui achètent dans les raffineries dans le monde entier. Deuxièmement, une fois que nous avons terminé ça, il nous faut impérativement construire notre raffinerie, comme je disais. Quand nous construisons notre raffinerie, nous devons construire une raffinerie moderne qui nous permet de produire le carburant, le gaz domestique, le pétrole lampant, le gazoil, qui nous permet de produire le goudron, qui nous permet de produire les produits chimiques, la propyléthylène, etc., etc., etc. Donc, nous devons entrer dans la pétrochimie, nous devons entrer dans la chimie fine, nous devons entrer dans les hydrocarbures, etc., etc., etc. Donc, quand vous avez une raffinerie moderne, vous produisez plusieurs familles ou sous-familles de produits. Donc, ça, c'est important. Le Cameroun doit pouvoir se doter d'une raffinerie moderne. S'il se dote d'une raffinerie moderne, à partir du moment où il dispose d'une raffinerie moderne, la raffinerie moderne doit permettre à notre pays maintenant, excusez-moi bien, de pouvoir aller sur un autre terrain. C'est le terrain de la logistique. Supply chain. Oil supply chain. Oil supply chain. Oil supply chain. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être compétitif dans ce secteur si vous ne